Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici la une de cette édition. Accélérer le processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance des États du Sahel. Objectif des ministres en charge des finances du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ils étaient réunis hier à Bamako pour harmoniser leur vision. Le point dès le début de cette édition avec Nouhoum Sissoko. Invité de ce 13h dimanche, Mamadou Ba, il est directeur général de l'APEJ. Il nous parlera du lancement du 13e contingent du programme de stage professionnel, du stage de formation professionnelle. 2000 jeunes diplômés sont concernés cette année. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition avec notamment ce couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national en Sierra Leone. C'est suite à une attaque contre une armurerie dans la capitale Freetown ce matin. À ne pas manquer donc toute l'actualité internationale dans ce 13h dimanche. À suivre les sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de la page des sports ce dimanche? C'est le football qui est au menu de la page sport. La phase du groupe des compétitions africaines des clubs de la CAF a démarré ce week-end. Le Stade Malien de Bamako, seul représentant du pays, joue cet après-midi en Coupe CAF au Congo-Brazzaville contre Diable Noir de la localité. Nous parlons également de la 5e journée du championnat national de Ligue 1 et les affiches des demi-finales de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroule en Indonésie. L'actualité des sports dans une vingtaine de minutes, une signature de Famourou Djourté. Focus Santé s'intéresse à l'oreille et à ses fonctions avec un accent particulier sur les maladies auditives. Rendez-vous en fin de journal avec Kumba Sissé. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Alliance des États du Sahel, Bamako, Ouagadougou et Niamey travaillent à l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'AES. Les ministres en charge de la question étaient réunis hier dans la capitale malienne autour de la problématique du développement économique et social dans cet espace commun. Temps fort de la rencontre avec Nouhoum Sissoko. Cette première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est penchée sur les conclusions issues de la réunion des experts des 3 pays tenue cette semaine ici à Bamako. En effet, les 3 pays signataires de la charte du Liptako Gourma, Mali, Burkina Faso, Niger, expriment leur volonté de promouvoir l'indépendance, la souveraineté et l'émancipation économique. Ce rendez-vous de Bamako a permis d'enclencher des réflexions sur les préoccupations stratégiques communes aux 3 États de l'AES en vue d'accélérer l'intégration économique et financière dans leur espace. Alousseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Il sera surtout question d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces qui se présentent à l'Alliance des États du Sahel, d'évaluer les potentialités économiques des pays, ressources humaines, minières, hydrauliques, évaluer le poids de l'Alliance des États du Sahel dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine et dans la CEDEAO, de définir des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'Alliance des États du Sahel en produits importés tout en minimisant les coûts. Les discussions autour des préoccupations stratégiques communes doivent permettre de jeter les bases du renouveau de l'Alliance des États du Sahel. Dr Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances et de la prospective du Burkina Faso. Nous sommes 3 États, chaque État a peut-être ses réalités, mais nous avons beaucoup de choses en commun. Et il est important que dans nos réflexions, nous puissions penser AES et non penser Mali, penser Burkina ou penser Niger. Cela est très important. Moumouni Boubacar Saïdou, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des finances du Niger. 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair. Engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. La création de l'AES est guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié,
de plein exercice de la souveraineté nationale et internationale des États concernés, selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. Je puis vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est engagé résolument à créer toutes les conditions pour l'opérationnalisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Prochaine étape, ce sera au tour des ministres des Affaires étrangères de se réunir le 30 novembre pour décider des protocoles additionnels à adopter, des organes à mettre en place, ainsi que des mesures politiques et de coordination diplomatique à définir. Les travaux de la future maison de l'avocat exécutés à 30% prendront fin dans 6 mois, assurance du ministre en charge de la Justice qui s'est rendu sur le chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux qui coûtent à l'État 730 millions de francs CFA qui avaient connu un arrêt en 2010. Mohamed Kaintao, les détails. Lancés en mars 2009, les travaux de la future maison de l'avocat ont été interrompus un an après avec un taux d'exécution de 20%. Sur instruction du chef de l'État, les activités ont repris il y a environ 2 mois. Pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'est rendu sur le chantier à Banangabougou en commune 6. Mamoudou Kassogué. Il a fallu la forte volonté politique du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, pour que les travaux soient repris en vue de terminer les chantiers et de mettre l'édifice à la disposition du barreau. Ousmane Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali. Depuis la reprise du chantier de la maison de l'avocat, le ministre n'a ménagé aucun effort pour que les rythmes de construction puissent être soutenus. Les autorités ont fait de ce chantier une de leurs priorités. C'est une aide montrée à l'égard du barreau, ça nous satisfait. Les travaux qui coûtent 730 millions de francs CFA à l'État enregistre de nos jours un taux d'exécution de 9%. Le ministre Kassogué et le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali ont pu visiter le bureau du bâtonnier, le secrétariat, la guérite d'entrée, les salles d'audience, de réunion, de banquet, le magasin et les 3 parkings. L'entreprise chargée des travaux du R+1 rassure les visiteurs du jour. Abdul Karim Traoré, ingénieur chargé du suivi des travaux à l'entreprise EAK. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu un seul jour d'arrêt des travaux. Ça, c'est déjà une assurance. Si on continue, je pense qu'on sera dans les délais. C'est dans 6 mois vers le mois de mars. Insistant sur le délai prévu pour la fin des travaux, le ministre en charge de la Justice se rappelle. Les montants nécessaires ont été débloqués et aujourd'hui, le chantier est en train de progresser. Après l'avoir visité, j'ai vraiment un sentiment de grande satisfaction. Il y a eu de très grandes avancées. La marge de progression est excellente. Et si nous continuons dans cette dynamique, d'ici quelques mois, nous pourrons réceptionner les travaux et inaugurer les bâtiments. Bâtis sur une parcelle de 3000 m², les travaux de la future maison de l'avocat reprennent de plus belle après 13 ans d'interruption. Cela pour le bonheur de la justice malienne en général et celui du barreau en particulier. Koutiala a accueilli hier le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Il a notamment visité le stade Sidiki Ouattara pour s'inquiéter de l'état des infrastructures et des équipements. Il s'est aussi entretenu avec la jeunesse sur le rôle de la couche juvénile dans le développement local. On en sait davantage avec notre correspondant sur place, Brahima Kone. Au stade Sidiki Ouattara de Koutiala, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a visité les infrastructures et les équipements. L'objectif est de s'enquérir de la réalité du terrain et voir dans la mesure du possible ce qu'il faut faire conformément aux engagements présidentiels. Abdul Kasim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le président a pris des engagements pour l'épanouissement des jeunes et surtout également la rénovation de certains stades. Donc il était important de venir voir au niveau de Koutiala quel est le niveau aujourd'hui de la qualité du stade. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je constate également qu'il y a même des meubles. Ce n'est pas très équipé en termes de travail pour la direction. L'administration est obligée de se déplacer dans des endroits qui ne sont pas forcément équipés. Donc il est important de regarder tous ces aspects. Mais nous allons remonter ces informations et voir qu'est-ce que nous pourrons faire
dans les plus brefs délais ou à long terme. Après la visite du stade Sidiki Ouattara, place à une rencontre entre le ministre Abdoul Kassim Fomba et la jeunesse de Koutiala. Au menu des échanges figure en bonne place le rôle de la jeunesse dans le développement local, le respect des aînés et l'unification des jeunes, gage de prévention et de gestion des conflits liés à la mise en place du bureau du CNJ. Abdoul Kassim Fomba. On en a profité pour parler des états généraux de la jeunesse qui vont servir de cadre pour les jeunes de pouvoir échanger sur plusieurs thématiques, mais également sur la vie associative de la jeunesse. J'appelle vraiment à ce que les jeunes restent dans une optique d'union. La deuxième chose, c'est vraiment la responsabilité des postes qu'ils ont dans leurs associations et la responsabilité à prendre lorsqu'ils ont des responsabilités données au niveau de l'administration, qu'ils jouent pleinement leur rôle, mais de façon constructive. Au sortir de la réunion avec la jeunesse, le ministre Fomba a procédé à une remise de matériel d'assainissement à la brigade citoyenne de Koutiala. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. Transition toute trouvée pour évoquer un sujet relatif à la jeunesse. Oui, 2000 jeunes diplômés bénéficient du stage de formation de 12 mois de l'APEJ. Ils constituent ainsi le 13e contingent du programme de ce stage de formation professionnelle. Les stagiaires ont été renvoyés à leurs postes respectifs cette semaine par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Mamadou Ba, directeur général de l'APEJ. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, rappelez-nous l'objectif de ce stage professionnel. Ok. Merci beaucoup pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Je rappelle que la mission principale de l'APEJ, c'est de concourir à la création d'emplois dans les milieux ruraux et urbains, notamment en facilitant l'accès des jeunes au marché du travail et au crédit. Et l'APEJ a été créée en 2003 et de sa création à nos jours, l'APEJ a touché plus de 212 000 jeunes. L'APEJ a eu 2 programmes emploi jeunes, le PEJ 1 et le PEJ 2. Le PEJ 3 est en gestation. Et dans tous ces programmes emploi jeunes, il y a 3 composantes majeures. La première composante, c'est le renforcement de l'employabilité des jeunes. La deuxième composante, c'est le développement de l'esprit d'entreprise. Et la troisième composante, c'est le renforcement du dispositif de financement des projets des jeunes. Donc, justement, ce stage de formation professionnelle relève de la première composante, c'est-à-dire le renforcement de l'employabilité des jeunes. Et quand on prend la mission de concourir à la création d'emplois, concourir veut dire contribuer. Donc, contribuer avec d'autres acteurs, faciliter l'insertion des jeunes. Et donc, ce stage de formation professionnelle offre l'opportunité aux jeunes pendant 1 an d'apprendre au niveau des services publics, des institutions, des organisations fêtières et des ONG, d'apprendre pendant 1 an afin de faciliter leur insertion. Sur quelle base ces jeunes ont été sélectionnés? Bon, d'abord, il y a un dépôt de candidature qui s'est opéré du 5 juin au 16 juin dans toutes nos coordinations et qui a d'abord un certain nombre de critères. Voilà, il faut être de nationalité malienne, il faut avoir au maximum de 18 à 40 ans et il faut jouir en tout cas des... Donc il y a des critères à respecter. Il y a des critères. Et tout cela coûte combien à l'État et est-ce que ces jeunes sont déployés sur l'étendue du territoire national? Oui, ces jeunes sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Ce programme coûte 1,5 milliard à l'État. Okay. Et c'est le lieu vraiment de remercier les plus hautes autorités vraiment pour avoir fait cet effort exceptionnel par rapport à la situation actuelle de pouvoir financer ce programme entièrement sur budget d'État. Et donc il y a une répartition sur toute l'étendue du territoire, c'est 2000, il y a 1200 pour toutes les régions et 800 pour Bamako. D'accord. Et ces jeunes gagnent combien? Ces jeunes, il y a un arrêté qui fixe les allocations, c'est de 26 000 à 40 000 en fonction des diplômes. Très bien. Et quel mécanisme avez-vous mis en place pour bien suivre ces jeunes? Oui, bon, en fait, il y a un mécanisme de sélection, aussi d'affectation, parce que nous affectons ces jeunes au niveau des directions des ressources humaines des différents ministères, aussi à la disposition des gouvernorats qui, à leur tour, procèdent à l'affectation de ces jeunes au niveau des services. Donc, le dispositif du stage de formation professionnelle est un dispositif dans lequel interviennent plusieurs acteurs.
Et donc, le défi qui est toujours là, c'est le défi du suivi de ces jeunes, parce que l'APEJ lance les appels à candidature, fait le traitement des dossiers, sélectionne les jeunes et met à la disposition des services d'accueil. Donc, vous comprenez aisément que pour le suivi, pour un meilleur suivi, il faut aussi l'implication des services d'accueil pour un meilleur suivi, encadrement des jeunes. Maintenant, c'est quand même une volonté forte de l'APEJ, aussi sous le leadership du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame Bagayoko Aminata Traoré, qui vraiment met l'accent sur la qualité du suivi de ces jeunes. Très bien. Et que deviennent ces jeunes généralement après ce stage? Bon, après ce stage, certains sont recrutés automatiquement par les services d'accueil, souvent c'était au niveau des ONG. Certains sont retenus comme stagiaires parce qu'ils se sont bien comportés, parce que les services ont toujours besoin d'eux. Donc même à la fin du stage de la pêche, à la fin des paiements d'allocation, certains continuent de faire des stages dans d'autres services. Et certains sont carrément libérés. Mais même ceux qui sont libérés, vous n'êtes pas sans savoir que quand on finit les études, nous sommes passés par ce système pour pouvoir postuler. Quand on postule pour chercher un emploi, on te dit toujours: quelle est votre expérience? Avez-vous une expérience? Et il faut un stage, il faut des stages pour apprendre à se comporter, pour renforcer votre savoir-faire. Donc, ça donne une chance aux jeunes, quand ils postulent pour d'autres concours, leur dossier est recevable, ça leur donne plus de chance. Et certains ont vraiment de l'emploi. Et nous avons un service au niveau du département, au NEF, qui travaille vraiment sur les statistiques du marché du travail, qui a évalué au compte de la pêche les 7e, 8e, 9e et 10e programmes. Et qui est arrivé à la conclusion que 73% des bénéficiaires de ces stages-là finissent par trouver un emploi. J'allais vous poser justement une question relative à un bilan que vous faites de cette initiative qui date de plus quand même d'une décennie maintenant. Oui, alors, tout à fait. Vous êtes satisfait et fier de ce programme, à vous entendre? Oui, on est vraiment satisfait de ce programme parce qu'il concourt vraiment au renforcement de l'employabilité des jeunes. Nous pensons d'ailleurs qu'il faut augmenter l'enveloppe dédiée à ce programme-là, parce que pour cette opération, nous avons reçu 23 755 candidatures en 2 semaines. Et seulement 2000 retenus. Seulement 2000 retenus, donc moins de 10%. Donc vous voyez, le stage a tendance à devenir un emploi. Et vous ne pouvez pas imaginer l'espoir que ça suscite chez les jeunes et même les parents d'élèves. Un message particulier à lancer à ces jeunes stagiaires? C'est vraiment d'être sérieux, c'est d'être pleinement conscient qu'ils ont eu la chance parmi tant d'autres, mais c'est vraiment pour aller apprendre. Pour avoir un comportement exemplaire et de ne pas perdre de vue leur propre objectif. Parce qu'il s'agit d'apprendre à travailler, à respecter la hiérarchie et à se donner une chance d'être retenu ou de pouvoir postuler sur autre chose. Et ces jeunes sont susceptibles d'être remplacés en cas de non-respect de leur engagement dans les différents services? Oui, tout à fait, parce que les services d'accueil nous remontent les informations. Les jeunes qui ne se présentent pas sont remplacés, ça c'est un. De deux, lorsqu'on nous remonte l'information qu'après 1, 2 ou 3 mois, quelqu'un ne se présente pas ou a un mauvais comportement, on met fin à son stage. Monsieur le directeur général, je rappelle que vous êtes Mamadou Ba, directeur général de l'APEJ. Merci encore une fois d'être passé par là. Je vous remercie. Actualité hors de nos frontières, en Sierra Leone, attaque contre une armurerie dans la capitale Freetown ce matin par des individus non identifiés. Le gouvernement a immédiatement annoncé un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Alors Lassina Keita, quelle est la situation actuelle et quelles sont les motivations de cette attaque? Ibrahima Traoré. La situation est pour le moment maîtrisée parce qu'une réponse à la hauteur de l'attaque a permis aux forces de défense de repousser les assaillants. Du coup, les autorités sierra-léonaises, dans un communiqué, ont indiqué l'instauration d'un couvre-feu national à travers le ministère de l'Information, dont voici un passage. Nous assurons au grand public que le gouvernement et nos forces de sécurité contrôlent la situation.
Le président Julius Maada Bio a également assuré sur sa page X que l'attaque avait été contrecarrée et que le calme est rétabli avant de demander l'union de tous les Sierra-Léonais autour de cette responsabilité collective. Mais pour le moment, aucune précision n'est donnée sur les auteurs présumés de cette attaque ni sur les motivations. Mais tout porte à croire que le pays connaît une crise politique à la suite d'élections présidentielles et générales en juin 2023 qui ont vu la réélection du président dès le premier tour avec 56,17%. Les observateurs étrangers avaient dénoncé les incohérences et un manque de transparence dans le décompte, ainsi que des actes de violence et d'intimidation lors du scrutin. En tout cas, Ibrahima Traoré, cette attaque a sémé la panique en Sierra Leone, dans une région ouest-africaine en proie au terrorisme. Merci beaucoup, Lassina Keita. Madagascar, dans l'actualité, avec le président sortant André Rajoelina qui remporterait l'élection présidentielle dès le premier tour. Déclaration faite hier par la Commission électorale nationale indépendante du pays. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Alors, c'est avec près de 59% des voix qu'il aurait remporté le scrutin. Hein? Oui, tout à fait. Selon les résultats préliminaires, Rajoelina a obtenu au total 2 856 090 voix, soit 58,95% des suffrages exprimés, a précisé le président de la CENI lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, les deux autres candidats, Setini et l'ancien président Marc Ravalomanana, ont pris la deuxième et la troisième place, récoltant 14,40% et 12,10% des voix respectivement. Le taux de participation au scrutin est à peine au-dessus des 46%, en baisse par rapport à la présidentielle de 2018. Le candidat vainqueur André Rajoelina a exprimé sa gratitude envers le peuple malgache dans le cadre de cette élection. Lors d'un point de presse en marge de la cérémonie, il a souligné la nature pacifique du scrutin, la maturité politique de la population qui a fait son choix en faveur de la continuité, de la sérénité et de la stabilité. Il a également affirmé que le peuple avait démontré l'exemplarité de ces élections en les qualifiant de modèles. Je serai le président de tous les Malgaches et je ferai les efforts nécessaires pour unifier le pays, a-t-il déclaré. Il faut rappeler, Ibrahim, que plus de 11 millions d'électeurs inscrits ont été appelés aux urnes le 16 novembre dernier pour choisir leur nouveau président parmi 13 candidats. Parmi eux, 3 dont le président sortant se sont engagés dans la campagne électorale, tandis que les 10 autres, dont l'ex-président Marc Ravalomanana, ont choisi de boycotter le scrutin, incitant leurs partisans à s'abstenir. En vertu de la loi relative à l'élection présidentielle du pays, la Haute Cour constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de 9 jours. Ibrahim. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mohamed Sangaré. Je me tourne vers vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Avec vous, le reste de l'actualité internationale en plus bref. Avec d'abord, en République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege a lancé hier sa campagne pour la présidentielle du 20 décembre dans sa ville natale de Bukavu. Devant ses partisans, le prix Nobel de la paix a promis de structurer et de moderniser l'armée et la police, mais aussi les services de renseignement afin de s'attaquer aux problèmes sécuritaires. Il s'oppose aussi à la présence des forces étrangères pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. Autre priorité du candidat Denis Mukwege, la promotion de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de l'économie nationale. Au Tchad, la campagne pour le référendum constitutionnel du 17 décembre prochain a débuté hier. Le texte qui sera soumis au vote des Tchadiens le 17 décembre prochain a été adopté en juin dernier par le Conseil national de transition. Il reprend l'architecture consensuelle de la loi fondamentale de 1996. Sur la question de la forme de l'État, par exemple, le texte promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Le gouvernement a assuré que chacun sera libre de faire campagne. De leur côté, les opposants au texte prônent l'abstention. Bourama Traoré, le Burkina Faso fait face à une épidémie de dengue. Et depuis le début de l'année, des centaines de cas suspects de la maladie ont été enregistrés dans le pays. 123 800 cas suspects exactement ont été enregistrés dans le pays selon le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Et la maladie a fait à ce jour plus de 500 morts. Toutes les régions du pays sont concernées.
mais Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont les zones les plus touchées. Pour lutter contre cette épidémie, les tests de diagnostic rapide sont désormais gratuits dans les hôpitaux publics. Des tentes ont été déployées pour augmenter la capacité d'accueil de plusieurs centres de santé. Le ministère de la Santé a également lancé une opération de pulvérisation de produits anti-moustiques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Au Proche-Orient, au deuxième jour de la trêve, le Hamas a relâché hier 17 otages israéliens. De son côté, l'État hébreu a libéré 39 prisonniers palestiniens. Le Hamas avait d'abord bloqué les processus de libération du deuxième groupe d'otages et accuse Israël de ne pas respecter l'accord. Après des heures de pourparlers, des interventions égyptiennes et qataries, un accord a finalement été trouvé. 17 otages israéliens ont donc été relâchés contre la libération de 39 prisonniers palestiniens par l'État hébreu. Un nouvel échange d'otages de Hamas contre des prisonniers palestiniens est prévu ce dimanche entre Israël et les mouvements islamistes. Au même moment, les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza. Et la Chine, pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité internationale, qui a lancé hier des exercices militaires près de la frontière birmane. Depuis un mois, ce pays est en proie à de violents combats entre des militaires et les mouvements insurgés dans des régions proches de la Chine. Dans un communiqué, le commandement affirme que ces manœuvres à la frontière de la Birmanie font partie d'un plan de formation annuel des armées. Elles sont destinées à tester les capacités des troupes, à sceller la frontière et à déployer une puissance de feu sur l'ennemi, précise le communiqué. Ces manœuvres interviennent au lendemain de l'avancée des rebelles. La coalition des insurgés s'est emparée de dizaines de positions militaires et d'une ville stratégique où transite le commerce avec la Chine. L'objectif pour les rebelles est de couper le cordon entre la Chine et les militaires au pouvoir, qui se trouvent ainsi privés de liquidités. Merci beaucoup pour toutes ces informations à l'international, Bourama Traoré. C'est ce qui nous conduit à l'actualité des sports avec Famorou Djourté dans quelques instants. Les sports, Famorou Djourté, bien installé dans ce studio, hein, c'est ça? Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, nous débutons cette actualité des sports avec les compétitions africaines des clubs. Nous sommes en football, hein, en Coupe CAF. Le stade malien de Bamako joue ce dimanche au Congo-Brazzaville contre les Diables Noirs à l'occasion donc de la première journée dans le groupe D. Oui, les Blancs de Bamako défient cet après-midi à 16h GMT les Diables Noirs du Congo-Brazzaville contre la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Diables Noirs et Stadis sont prêts à livrer un beau duel pour prendre un bon départ dans la compétition. La rencontre se joue au stade Alphonse Massamba Déba. L'autre match du groupe D mettra aux prises à 19h temps universel la Renaissance sportive Berkane du Maroc et Chekou Kouné d'Afrique du Sud. En Ligue des champions de la CAF, la première journée de la phase de groupe a livré les résultats de 7 des 8 matchs de groupe programmés. Oui, après les matchs en avance du vendredi avec les victoires de Pyramids FC et du CR Belouizdad, 6 rencontres étaient au programme ce samedi 25 novembre. L'Espérance sportive de Tunis, Petro Luanda d'Angola et Al Ahly d'Égypte ont gagné sur leur base. Guaning Galaxy de Botswana a signé l'exploit de la première journée en allant s'imposer contre le Wydad du Maroc sur ses terres. Simba de Tanzanie et ASEC d'Abidjan ont partagé les points. Le match Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Nouadhibou FC de Mauritanie bouclent la première journée. La rencontre est actuellement en cours après 30 minutes de jeu. Le score est de 2-0 en faveur de Mamelodi Sundowns. Et au plan national, quoi qu'il arrive, Famorou Djourté, l'AS Real de Bamako restera en tête du championnat national de Ligue 1. À l'issue de la 5e journée qui a débuté ce samedi avec 5 matchs. Oui, l'AS Real a renversé l'Union sportive du Cercle Kita pour être sûr d'être en tête de la Ligue 1 à l'issue de cette journée. Mais au score, à la 21e minute, les Scorpions ont réagi aux 56e et 57e minutes par Moussa Kone et Cheikhna Amala Diakité pour l'emporter par 2-1. Le Djoloba s'est également imposé par 2-1 contre l'USFAS. L'AS Bakaridian s'est relancé contre l'AS Blackstar 2-0. L'ASCO qui a pris le meilleur sur Afrique Football Elite 1-0. L'entraîneur d'ATS de Koro, Ousmane Guindo, s'exprimait au micro de l'ORTM juste après son match de la 2e journée le 6 novembre dernier contre l'USFAS. Écoutons un extrait de son intervention. C'est ça qu'un jour le bateau va tanguer, mais avant que ça n'arrive, qu'on puisse mettre les enfants en confiance.
Ousmane Guindo ne s'attendait pas à ce que son bateau tangue aussi vite en championnat, mais hélas, depuis sa large victoire lors de la première journée 3-0 contre 11 créateurs et son match nul 2-2 face à l'USFAS, Arsenal Transport de Kourou est en difficulté. Les académiciens ont concédé leur 3e défaite de suite en championnat cette saison, 5-1 contre le Stade Malais de Bamako, 1-0 face à Binga FC et 3-0 ce samedi contre l'US Bougouba. Dans cette 5e journée, ATS occupe pour le moment la 11e place avec 4 points, mais le club pourrait être dévancé au classement ce dimanche par l'AS Police et les 11 créateurs en cas de victoire de ces deux clubs contre respectivement le club olympique de Bamako et Binga FC. Et terminons cette actualité des sports avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans. On connaît depuis hier samedi les affiches des demi-finales. Les cadets maliens représentent désormais l'espoir du continent africain. Oui, c'est le capitaine des cadets malien Ibrahim Diarra qui a libéré les siens à moins de 10 minutes de la fin du match ce samedi contre le Maroc. 1-0, c'est le score final. Il a été élu homme du match. Les cadets maliens continuent leur parcours dans la compétition. Ils ont déjà inscrit 15 buts pour seulement un but concédé. Après le Maroc, c'est la France qui est désormais sur la route du sélectionneur Soumaïla Koulibaly et ses jeunes. Les deux demi-finales se joueront mardi 28 novembre 2023, Argentine-Allemagne à 8h30 et France-Mali à 12h temps universel. Des rencontres que vous pourrez suivre sur les antennes de l'ORTM en direct et en intégralité. Et surtout en exclusivité. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives, Famorou Djourté. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse à l'oreille et à ses fonctions, avec un accent particulier sur les maladies auditives. Selon l'OMS, si nous prenons bien soin de nos oreilles, plus de 2 milliards de cas de déficience auditive dans le monde peuvent être évités. Comment entretenir cet organe de sens et quel est l'impact des écouteurs et autres bruits sonores sur nos oreilles? Koumbassi s'est allé à la rencontre d'un spécialiste et d'un patient suivant. L'oreille est un organe qui permet à l'individu d'entendre des sons. Elle joue également un second rôle qui est peu méconnu par la population. Dr Naouma Sissé, praticien ORL à l'hôpital Gabriel Touré. L'oreille fait partie des organes qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibration de l'être humain à travers une partie postérieure de l'oreille interne qu'on appelle le vestibule. Donc c'est essentiellement ces deux rôles que l'oreille joue. Il faut savoir que l'oreille a 3 parties. Une partie externe que tout le monde voit, qui constitue le pavillon, et le conduit auditif. Une partie moyenne qu'on appelle l'oreille moyenne et une partie interne qu'on appelle l'oreille interne. Si l'oreille est atteinte d'une anomalie, cela peut jouer sur la qualité de l'audition. C'est pourquoi Zoumana Sako s'est présenté à l'hôpital pour une consultation. Car cela fait un bon moment, il a une sensation bizarre au niveau de ses oreilles. Zoumana Sako, patient. Je me suis réveillé avec du bourdonnement. Et cela fait 1 mois. Jusqu'à présent, ça continue et cette réaction joue sur mon audition. Dr Naouma Sissé, praticien ORL à l'hôpital Gabriel Touré. La fonction d'écoute de l'oreille, elle peut être atteinte et donner des maladies qui sont propres à cela. La fonction d'équilibre de l'oreille peut être également atteinte. Toute maladie de l'oreille est importante. Dans la petite enfance, on voit généralement les enfants font des otites, par exemple, et il y a des écoulements, mais qui passent inaperçus. L'oreille va écouler et donner du pus qui sort de l'oreille. Les infections et autres nuisances sonores, comme le bruit des machines à moteur, sont des facteurs qui favorisent les maladies de l'oreille. Dr Naouma Sissé. C'est 3 chambres consécutives. Donc chacune de ces chambres peut être atteinte. Donc les infections, qui peuvent être bactériennes, qui peuvent être fongiques, virales. Et on peut avoir les 4 traumatismes. On peut avoir des malformations, on peut avoir des problèmes de vertige qui sont surtout dus lors des accidents qui donnent des fractures au niveau de l'oreille et voilà, qui peuvent être la cause de la baisse de l'audition, de la cause de la perte de l'équilibre. Autre facteur qui endommage l'appareil auditif, le port des écouteurs et du casque. En portant longtemps un écouteur, vous allez fermer le conduit auditif. On doit laisser l'espace intérieur de l'oreille externe libérer son cérumen tranquillement. Une fois que vous augmentez le volume de certains écouteurs, vous allez exposer l'oreille à ce qu'on appelle le stress auditif. Et ce traumatisme peut être momentané, comme ça peut être permanent
et s'aggraver. Ce que les gens ne savent pas, il y a environ 1 milliard de jeunes adultes qui sont exposés à des déficiences auditives d'ici 2050, uniquement à cause de la malutilisation des casques ou des écouteurs. Dans les causes infectieuses, la prise en charge, c'est surtout médicamenteux. Dans un premier temps, si c'est des otites, il faut gérer par des antibiotiques, il faut gérer par des antalgiques, il faut gérer souvent par d'autres traitements adjuvants. Concernant l'entretien des oreilles, il faut savoir qu'elles s'auto-nettoient. L'utilisation du coton-tige peut les endommager fortement. Dr Naouma Sissi. Nous voyons que beaucoup utilisent les cotons-tiges ou autres là, c'est à proscrire. Ce n'est pas indiqué. Parce que l'oreille externe produit des choses qu'on appelle le cérumen, qui est produit dans l'oreille, qui protège l'oreille. Il y a des cils dedans et la peau qui est dedans, elle est fine. Une fois que vous commencez à utiliser le coton-tige, vous enlevez le cérumen, vous entraînez des inflammations au niveau du conduit, des bactéries qui sont là, qui sont nos amis, qu'on appelle le commensal en temps normal. Une fois que vous mettez une brèche au niveau de l'oreille, ça peut entraîner des infections. Selon les analyses, la plupart des maladies de l'oreille peuvent être évitées. Dr Naouma Sissi. Environ 2,5 milliards de personnes actuellement, selon l'OMS, font une déficience auditive qui peut être évitable dans la plupart des cas. Pour éviter les déficiences auditives, n'importe quelle douleur ou autre signe étrange au niveau de l'oreille mérite un examen médical. Focus Santé. Une signature de Kumba Sissé, c'est ce numéro de la chronique santé qui met fin à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la coordination éditoriale Bourama Traoré. Grand merci à la Séné Keita qui assure la réalisation de cette édition. À la mise en ligne, c'est Sekou Traoré. Retrouvez dans quelques instants Famourou Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine, et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Bon dimanche.